Le journal des studios Qualité de Jérusalem vous est présenté par Daniel Haïk, Daniel Bokertov, et c'est reparti. La nuit a été mouvementée dans le golfe Persique, ce après une attaque américaine contre l'Iran. Et oui, effectivement, Greg, le porte-parole de la CENTCOM américaine a confirmé que l'armée américaine avait bombardé durant la nuit des positions iraniennes. Des dizaines de cibles des gardiens de la révolution ont donc été attaquées, ce en riposte au tir de missiles iraniens en direction de bases américaines en Jordanie hier matin. Peu avant ces raids aériens, le président américain Donald Trump avait fait grimper la tension en affirmant que son pays allait frapper fort les Iraniens et que désormais c'était, a-t-il dit, à notre tour d'attaquer. Les Iraniens savent que cela va arriver et ils nous demandent de ne pas attaquer. Nous verrons si nous parvenons à un accord avec eux, a dit Donald Trump. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump envisage de reprendre les raids aériens massifs contre des positions iraniennes. Oui, effectivement, et le journal a apparemment raison par rapport à ce qui s'est passé la nuit dernière. Et le journal se fait donc l'écho de divergences de vues à ce propos de la part des deux généraux les plus élevés dans la hiérarchie militaire américaine, alors que le général Brad Cooper, commandant de la CENTCOM, est favorable à la reprise des hostilités de manière massive contre l'Iran. Eh bien, le commandant en chef des forces armées américaines, le général Kane, a mis en garde face à la pénurie de missiles intercepteurs américains qui pourraient empêcher d'une certaine manière l'armée américaine de se lancer dans une telle offensive. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé les Iraniens de mentir en permanence aux Américains. Il joue la montre avec les Américains et cela explique pourquoi il n'est pas tout à fait certain que les pourparlers avec eux aboutiront, a déclaré Benjamin Netanyahou lors d'une interview à la chaîne ABC. Le Premier ministre a également affirmé ne pas vouloir répondre à une question sur l'objectif final de la guerre. L'objectif était bien la disparition du régime iranien. Il n'a pas voulu répondre à cette question. Pour lui, la priorité est de veiller à ce que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Le président Trump et moi-même sommes d'accord, absolument d'accord sur ce point, a dit M. Netanyahou. Côté israélien, on considère que les États-Unis préparent actuellement leur riposte la plus vaste contre le régime iranien. Les Américains auraient pris conscience que les Iraniens n'ont pas véritablement l'intention de conclure un accord avec eux. Et puis, lors de leur rencontre avant-hier à la Maison-Blanche, Donald Trump et Benjamin Netanyahou auraient discuté de la possibilité d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Oui, le président américain s'est déclaré persuadé que l'accord sur le programme nucléaire saoudien civil conduira à une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il y a quelques jours, au lendemain de la signature de cet accord entre Riyad et Washington, le président américain avait promis que l'accord serait rétroactivement conditionné par une adhésion des Saoudiens aux accords d'Abraham. Cependant, côté saoudien, on répète qu'il n'y aura pas de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite tant qu'un processus de création d'un État palestinien ne sera pas enclenché. L'armée israélienne s'apprête à riposter à l'envoi avant-hier d'un drone offensif du Hezbollah contre un engin du génie militaire israélien. Oui, cette attaque s'est produite dans la zone d'Ali Taher et donc au sud de Liban, dans la zone occupée par l'armée israélienne. Hier, les forces de sécurité israéliennes ont tenu des consultations afin de déterminer la nature de la réaction israélienne. Certains responsables de Tsahal estiment qu'il ne faut pas envenimer la situation, mais d'autres considèrent au contraire qu'il faut riposter très puissamment à cette violation du cessez-le-feu. L'une des options serait de détruire les tunnels du Hezbollah qui ont été repérés dans cette région. D'importantes quantités d'explosifs ont déjà été introduites dans ces tunnels par le génie militaire israélien. Il y a quelques semaines, la même opération avait été suspendue à la demande de Donald Trump. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, était justement hier au sud Liban pour tenter de voir si effectivement l'armée israélienne ripostera et de quelle manière elle ripostera. Le général Zamir a donné l'ordre aux forces de Tsahal déployées dans cette région de redoubler de vigilance et de se tenir prête à reprendre le combat. Enfin, Daniel, un ancien soldat israélien dans une unité spéciale de Tsahal a été arrêté et inculpé d'actes d'espionnage au profit de l'Iran. Oui, ce phénomène assez stupéfiant d'Israéliens qui espionnent au profit de l'Iran se poursuit et pousse les autorités du Shin Bet à une vigilance maximale. Cet Israélien est soupçonné d'avoir entretenu des contacts avec une personne qui se serait présentée à lui comme membre des services de renseignement militaires iraniens. L'enquête a été menée conjointement par le Shin Bet et par Tsahal. Les forces de sécurité israéliennes ont renouvelé hier, en marge de cette affaire, leur très sévère mise en garde face à des tentatives iraniennes de soudoyer des Israéliens. Et elles ont appelé à une vigilance maximale à ce sujet. Merci beaucoup Daniel Haïk. Daniel, les studios Qualité de Jérusalem que nous avons bien sûr beaucoup de plaisir à retrouver tous les matins et que nous retrouverons à 7h30 sur Radio J pour la revue.
Boker Tov à nouveau. Non, Boker Tov à nouveau, oui, effectivement, mais nous allons parler de la météo avec le temps qui est de plus en plus chaud. Attention, on peut parler même de canicule en Israël au cours des prochains jours. Il fera aujourd'hui 34 degrés à l'ombre à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et sur le littoral, avec un ressenti beaucoup plus élevé, 37 degrés à Beersheva et 43 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être resté réveillé à New York pour nous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On a le sentiment que c'est reparti, comme en 14, dirons-nous. Les Américains, après Donald Trump, à la suite, on va dire, des mises en garde de Donald Trump de ces dernières 24 heures, ont effectivement lancé une série de raids aériens contre des cibles iraniennes. Est-ce que cela veut dire qu'on est reparti pour une série de confrontations directes entre les Iraniens et les Américains, ou bien ce sont des coups de semonce que les Américains lancent pour essayer de mettre en garde les Iraniens ? Je serais plutôt partisan, je dirais, la deuxième solution. Il semble plutôt que ce soit des escarmouches. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Ce sont des provocations iraniennes, des réactions américaines. Et on a plutôt l'impression que les Américains veulent marquer le coup, veulent montrer qu'ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à la reprise de la guerre. Mais en même temps, ils ne veulent pas, évidemment, laisser toutes les provocations iraniennes sans réponse. Mais on a plus l'impression, encore une fois, que ce sont des coups de semonce, comme vous l'avez dit. C'est un moyen de marquer le coup plutôt qu'une volonté de vraiment reprendre la guerre. Mais ça, c'est plutôt une interprétation. Ça peut être effectivement le prélude à une reprise de la guerre. On en sait strictement rien, mais on est plutôt, il semble, dans des épisodes d'accalmie, de négociation, de frappe, d'accalmie, de négociation. On est plutôt comme ça dans cette situation. C'est plutôt l'impression qu'on a, mais effectivement, les choses peuvent changer. Alors, le prétexte, en tout cas l'explication à ces tirs de la nuit dernière, c'était apparemment les tirs iraniens en direction d'une base américaine en Jordanie, mais également il y a eu des échauffourées en Irak. Alors, est-ce que ce sont véritablement des raisons valables, ou alors est-ce que derrière ça, il y a aussi peut-être l'influence de Binyamin Netanyahou lors de sa rencontre avec le président Trump, qui lui aurait peut-être dit « Ne soyez pas naïfs, les Iraniens ne veulent absolument pas d'un accord ». Alors, quitte à être provocateur, je dirais que si Netanyahou a essayé d'influer Donald Trump dans ce sens, je pense que Donald Trump aurait été plutôt incité à faire le contraire, puisque la dernière chose que veut Donald Trump, c'est d'apparaître comme une espèce de marionnette de Netanyahou et d'obéir à ce que dit Netanyahou. D'ailleurs, avant la venue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump avait fait fuiter à la presse, il avait même parlé officiellement en disant qu'il n'avait pas besoin de Netanyahou pour savoir ce qu'il avait à faire. Donc c'était aussi pour marquer le coup, pour marquer son indépendance. Je pense que ce sont plutôt des décisions américaines, il y a la crédibilité américaine qui est en jeu face aux provocations iraniennes. Ça ne veut pas dire que le président américain n'écoute pas Netanyahou, mais je ne pense pas qu'il aurait décidé une frappe le lendemain de sa visite avec Netanyahou, parce qu'il n'aurait certainement pas voulu apparaître comme une espèce de pantin de marionnette de Netanyahou. Donc je ne pense pas nécessairement que ce soit directement le fruit en fait de la conversation avec Netanyahou, même si évidemment il écoute les arguments du Premier ministre israélien. Le fait que les deux partis, Netanyahou et Trump, aient dit que cette rencontre avait été l'une des meilleures entre les deux leaders, est-ce que c'est juste pour, on va dire, le protocole, ou alors c'est véritablement, finalement, en dépit de certaines divergences de vues, eh bien, les deux leaders restent, au moins sur le dossier iranien, focalisés, peut-être même sur le même objectif, qui serait la chute du gouvernement de régime iranien ? Je pense en tous les cas qu'il y a une volonté des deux côtés de calmer le jeu. Après, on sait l'épisode un petit peu tendu qu'il y a pu avoir au mois de juin et les propos peu amènes du président Trump sur Netanyahou. Donc je pense que c'était important, plus encore pour Netanyahou, de montrer qu'il y avait une entente avec les États-Unis, qu'il y avait une entente avec le président Trump en particulier. On a vu d'ailleurs aujourd'hui que Netanyahou a rencontré un certain nombre de leaders au Sénat. Donc je pense que c'est important pour Netanyahou d'envoyer un signal à son opinion publique que les États-Unis étaient encore évidemment un allié très important d'Israël, donc ça c'est important. Et puis pour le président Trump, qui avait aussi une volonté de dire qu'il restait proche d'Israël, proche de son leader. Après, en revanche, je pense qu'il continue d'y avoir des divergences. Il y a clairement un intérêt commun, un objectif commun, c'est que l'Iran n'est pas l'arme nucléaire. Là, pour le coup, il y a toujours une identité de vue. Je pense que sur le changement de régime, il semble que ce soit un peu moins une priorité des Américains que des Israéliens aujourd'hui. Et puis la divergence, elle est plutôt sur, clairement, il y a une volonté israélienne de reprendre les frappes et la guerre, alors que pour les États-Unis, c'est plus de recréer un rapport de force.
pour obliger les Iraniens à revenir sérieusement à la table de négociation. Et puis vous avez d'autres divergences très importantes, on pourra peut-être en parler. Sur les Saoudiens, sur la Turquie, vous avez de vraies divergences, elles n'ont pas été aplanies, au contraire. Donc je pense, oui, volonté de calmer le jeu, oui. En revanche, identité de vue entre les deux alliés, on n'en est pas encore là. Alors hier, notre ami Michel Gurfinkel nous disait que derrière cette rencontre, il y a un bras de fer permanent qui existe entre, on va dire, les isolationnistes représentés par J.D. Vance et, on va dire, les conservateurs traditionnels qui est représenté par Marco Rubio. Est-ce que, par exemple, dans la presse américaine aujourd'hui, est-ce qu'on a le sentiment que l'un des deux domine plus aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, Marco Rubio est plus en odeur de sainteté que J.D. Vance par rapport au président américain dans le dossier iranien en particulier? C'est extrêmement dur en fait, c'est vraiment extrêmement dur de voir puisque ça peut vraiment changer d'un jour à l'autre. On a vraiment l'impression d'une journée, ça peut être effectivement Marco Rubio qui peut être plutôt aujourd'hui qui a l'écoute du président et puis parfois c'est plutôt le contraire. Ce qui est intéressant dans la visite avec Netanyahou, c'est la présence très importante de J.D. Vance au cours de cette rencontre, alors qu'on n'a pas vu Marco Rubio en tout cas dans les photos officielles. Peut-être que c'est un signal, peut-être que ça n'en est pas. On a aussi tendance peut-être à trop décoder ce qui peut-être est juste du protocole. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a clairement ces deux tendances, et ces deux tendances, elles sont d'autant plus marquées qu'elles sont aussi demain le prélude à sans doute la guerre de succession pour le président Trump, pour être le candidat républicain en 2028. Et donc chacun aujourd'hui a choisi son mode d'expression et sa ligne politique, qui est d'ailleurs le fond de leur pensée, c'est-à-dire J.D. Vance, cet isolationniste, Marco Rubio, plus interventionniste, et vous avez clairement aujourd'hui chacun qui essaye d'avoir l'écoute du président et qui peuvent gagner sur certains plans puis perdre. Par exemple, le protocole avec l'Iran, c'était clairement une victoire de J.D. Vance. La reprise des frappes il y a 2 semaines, c'était plutôt une victoire de la ligne de Marco Rubio. On verra dans les prochains jours si les frappes s'intensifient, ça voudra dire que Marco Rubio obtient, je dirais, satisfaction auprès de Trump. En revanche, si on revient très vite à la phase de négociation, on sait que le Qatar en ce moment est en train de négocier avec l'Iran, ce sera plutôt J.D. Vance. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, attention, Donald Trump n'est pas non plus une marionnette, il a aussi ses propres intentions et il peut lui aussi changer d'avis, pas nécessairement influencé par l'un ou par l'autre, mais ça dépend aussi de la situation qui, on le sait, est extrêmement fluide. Mais vous avez clairement ces deux camps qui s'opposent aujourd'hui et Donald Trump qui choisit l'un, choisit l'autre, et puis qui a son propre agenda politique, évidemment. Alors, et puis, il y a aussi, par exemple, le Liban, qui pourrait être un terrain plus favorable à Marco Rubio, puisqu'il a réussi, c'est lui qui a réussi à conclure cet accord entre Israël et le Liban. C'est clairement, effectivement, tout ce qui n'est pas, je dirais, isolationniste, toutes ces grandes manœuvres, on a vu effectivement avec le Liban, vous avez complètement raison, peut-être à terme cet accord de pacification, cet accord de paix éventuellement avec Israël, voire demain le Liban qui rentrerait dans un accord d'Abraham, ça serait évidemment une victoire majeure pour Marco Rubio et puis pour Donald Trump. On sait que pour Donald Trump, la stabilisation régionale avec les accords d'Abraham, c'est, je dirais, son grand legs, c'est son grand succès diplomatique du premier mandat, et cette volonté de redessiner un petit peu le Moyen-Orient avec l'influence américaine, c'est clairement le grand dessein de Marco Rubio, alors que pour un J.D. Vance, il ne voit pas véritablement l'intérêt des États-Unis. Il l'a redit, pour lui, son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir arrêté la livraison d'armes à l'Ukraine, et c'est aujourd'hui de désengager au maximum les États-Unis des conflits et même de l'ordre régional, des ordres régionaux, ça ne l'intéresse pas, il estime que ça n'est pas le but. Ça n'est pas le rôle des Américains. Donc clairement, le Liban, c'est intéressant, et c'est pour le coup un terrain que je dirais Marco Rubio pourrait pousser, parce que d'un point de vue même politique, ça pourrait être extrêmement bénéfique, alors qu'un J.D. Vance pourrait plus, lui, je dirais, surfer sur la guerre en Iran, qui est extrêmement impopulaire aux États-Unis, et de dire voilà à quoi mène l'aventurisme d'un Marco Rubio. Donc là aussi, vous avez demain peut-être le prélude à ce qui pourrait se jouer entre Vance et Rubio. L'un qui joue la force des États-Unis, c'est d'être le garant d'une force régionale, alors qu'un J.D. Vance pourrait se dire nous n'avons rien à gagner à ces théâtres extérieurs qui renchérissent le coût de la vie. Vous avez clairement là deux lignes politiques extrêmement marquées entre les deux hommes. Une dernière question, puisqu'on en a parlé d'un possible rapprochement entre Riyad et Jérusalem. Est-ce que vous pensez que
lorsque les Américains ont conclu cet accord sur l'acheminement, on va dire la préparation d'un programme de nucléaire civil pour Riyad, il y avait là une volonté de compensation envers l'Arabie Saoudite par rapport à ce sentiment que les Saoudiens ont d'avoir été un petit peu abandonnés dans le cadre de la guerre en Iran, par le fait que finalement ils ont fait les frais aussi des tirs des Iraniens et qu'ils n'ont pas reçu, on va dire, peut-être le soutien qu'ils attendaient de la part de Donald Trump. Vous avez raison, il y a peut-être effectivement, et ça serait préoccupant, une forme de compensation. Et vous pourrez rajouter à votre question le fait qu'il y a encore quelques heures, pour le coup, les Saoudiens ont marqué de façon très officielle leur soutien aux frappes américaines contre l'Iran. Il semble même d'ailleurs que les Saoudiens se soient joints à ces frappes. Donc on peut dire que là, ça peut faire partie d'une nouvelle alliance. Les Américains qui, pour calmer le jeu avec Riyad, effectivement disent: on vous donne le nucléaire civil et vous renforcez cette alliance avec vous. Je rajoute un point très important sur le nucléaire civil, et là c'est plutôt au détriment d'Israël. On se souvient que Trump avait dit: il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de nucléaire civil sans normalisation avec Israël, alors que là ça a plutôt changé puisqu'il vient de dire cet accord avec ce nucléaire civil permettra la normalisation avec Israël. Donc ce qui était un préalable hier devient une conséquence. Donc là, pour le coup, à force de compenser, le problème, c'est que vous faites toujours un partenaire qui n'est pas content. Hier, c'était les Saoudiens par rapport à ce qui se passait dans la région. Maintenant, c'est plutôt Israël qui voit en fait une énorme carotte qui avait, notamment sous Biden, en disant: le nucléaire civil sera en échange d'une normalisation avec Israël. Il semble malheureusement que l'Arabie Saoudite obtienne le nucléaire civil sans normalisation préalable avec Israël. Ça, pour le coup, au-delà effectivement des sourires qu'il a pu y avoir entre Netanyahou et Trump, c'est un vrai coup porté à Israël. Oui, et sans parler effectivement aussi de ce qui se passe avec la Turquie, d'une certaine manière, même si Israël reste un allié solide des États-Unis, on a peut-être le sentiment, dites-moi si je me trompe, que la supériorité d'Israël et la supériorité de l'alliance entre les Israéliens et les Américains, qui semblait tout à fait évidente au début de la guerre, eh bien aujourd'hui elle est remise en cause par ce genre de développement, n'est-ce pas ? Et en fait, ça fait partie de Trump. Je pense qu'il faut pas être injuste avec Trump et de dire que Trump se fiche d'Israël. Simplement, Trump a une approche très transactionnelle qui c'est un coup après l'autre. Lui estime que la Turquie est un allié. Il a une bonne entente avec Erdogan. Il veut satisfaire Erdogan et se dire en plus c'est la vente de F-35. Et pour lui, ça ne va pas à l'encontre de l'alliance avec Israël. C'est là où effectivement on peut être un petit peu inquiet, comme avec le nucléaire civil. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous donnez ce type de satisfaction sans compensation à des alliés extrêmement problématiques comme la Turquie, surtout par rapport à Israël, eh bien oui, de facto, ça affaiblit un petit peu la position stratégique d'Israël. Ça concerne le nucléaire civil saoudien, ça concerne aussi la Turquie. Ça fait partie de la vision diplomatique de Trump qui estime qu'on peut avoir des accords bilatéraux avec des pays sans que cela remette en cause l'alliance avec un autre pays. Dans les cas précis, ça n'est pas le cas. Eh bien, on le comprend. Donc, on va rester, dirons-nous, sur des sentiments plutôt mitigés. Une bonne rencontre entre les deux hommes, Trump et Netanyahou, mais un contexte régional qui est plutôt préoccupant pour l'État d'Israël. Merci beaucoup, Sébastien Lévy, de nous avoir éclairé sur les lendemains de cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, alors qu'il semble que l'on s'achemine à nouveau vers quelques rounds de confrontation directe entre les Iraniens et les Américains. Merci encore et merci d'être resté réveillé. Il est 1h20 chez vous. Merci d'être resté réveillé pour Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Bonne nuit, à bientôt. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le rabbin Shalom Lelouch. Shalom, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous, bien entendu, nous avons appris cette information tout à fait étonnante et stupéfiante du vol de 15 Sifrei Torah de la grande synagogue de Levallois-Perret, votre synagogue, votre communauté. Et alors d'abord, je voudrais voir avec vous quelles sont les pistes aujourd'hui de la police, des forces de sécurité, où on en est de l'enquête? Voilà, je voudrais commencer par vous dire ô combien c'est la communauté tout entière aujourd'hui, les Juifs du monde entier sont concernés par ce qui s'est produit, un fait extrêmement grave, des Sifrei Torah qui ont été volés, qui ont été dérobés dans la nuit de dimanche à lundi. Je voudrais commencer déjà par
vous donner des informations extrêmement précises et non pas toutes les faits que nous pouvons entendre ici et là. Il s'agit de 9 rouleaux qui ont été dérobés, 8 siffrets Torah et un rouleau de Haftara. Donc là, ce sont de véritables informations et non pas toute la poubelle que l'on peut entendre ici ou là sur les réseaux sociaux. Premièrement. Deuxièmement, la deuxième vérité à laquelle j'aimerais sensibiliser nos auditeurs ce matin, c'est que certaines informations qui de nouveau circulent sur les médias très périphériques font état d'une dette qu'on aurait ou je ne sais quoi. La communauté juive de Levallois n'a absolument aucun différent avec des entreprises ou je ne sais quoi. Il s'agit tout simplement de personnes, de criminels qui y sont venus, qui se sont déplacés, qui sont rentrés par effraction dans une synagogue pendant la nuit pour dérober un sefer des siffrets Torah. Il s'agit d'un acte évidemment criminel. C'est la Torah qui a été visée. Ce sont les Juifs de Levallois qui ont été identifiés. Et c'est un acte évidemment antisémite. Et alors justement, est-ce que la police a des pistes quelconques concernant justement le caractère antisémite d'un tel forfait ? Vous savez, ce forfait, évidemment, il est criminel. Évidemment, c'est un délit. Mais c'était aussi, évidemment, un acte antisémite quand vous touchez au cœur battant de la communauté, à ce que représente aujourd'hui. Vous le savez ô combien cette Torah pour nous est essentielle. Nous qui développons, aujourd'hui, le Valois est devenu l'épicentre du judaïsme de France. C'est évidemment un bâtiment dans lequel vous avez plus de 1000 personnes au Shabbat, une communauté où il y a un kollel, vous avez un mikvé, vous avez des activités de toute nature, à la fois religieuses mais aussi culturelles. Vous avez une communauté qui est extrêmement présente dans la cité, une communauté extrêmement forte. Et venir nous violer dans notre intimité et nous dérober ce que nous avons de plus cher est un acte évidemment et éminemment antisémite. Alors, dire d'abord l'état d'esprit de la communauté à l'annonce de ce qui s'est passé, de ce vol. Ah, vous savez, la communauté est évidemment sidérée par ce qui s'est produit. Nous avons très vite décidé d'organiser une très très grande soirée demain soir de Chizouk, qui viendra à un moment où nous nous retrouverons, où nous pourrons non seulement accueillir les familles dont les siffrets Torah ont été volés, et dans un premier temps pour leur donner exactement une situation et là où se situera l'enquête demain soir, nous sommes en lien direct avec le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère. Nous sommes en lien avec les services municipaux, avec Madame le maire, avec les maires adjoints qui sont très mobilisés et qui mettent tous les moyens de vidéosurveillance qui appartiennent à la ville à la disposition des services de police pour que nous puissions retrouver très vite ces malfrats et surtout retrouver le plus vite possible nos siffrets Torah. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, en ce jour du 15e jour du mois de Av, qui est un jour de festif pour le peuple juif et pour les juifs du monde entier, je suis convaincu que l'enquête avancera et que nous aurons très vite des éléments de réponse et que ces siffrets Torah retrouveront leur place à l'intérieur du Aron HaKodesh de Levallois. Alors une dernière question, Levallois c'est considéré, vous le disiez, comme une des plus grandes communautés aujourd'hui de France. On avait le sentiment que rien ne pouvait se passer de mal à Levallois et on voit que là finalement aussi, c'est-à-dire soit l'antisémitisme, soit un acte de délinquance, eh bien, se produit aussi au cœur de cette grande communauté.
Oui, nous avons, c'est un signal qui nous est envoyé. Kadosh Baruch Hu, je suis convaincu qu'il a décidé de choisir les Sifrei Torah en lieu et en place des hommes et des femmes qui auraient pu être victimes de je ne sais quel attentat qui aurait pu se produire. Ce sont des malfrats qui ont déjoué notre système de sécurité, qui ont réussi à finalement à trouver cette faille par laquelle ils sont passés et par laquelle ils se sont introduits dans notre communauté. Nous avons évidemment immédiatement après décidé de réévaluer notre système qui sera doublé d'un certain nombre d'un dispositif extrêmement puissant qui désormais viendra immuniser contre, je l'espère, Bezrat Hashem, contre tous les dangers de notre communauté. Nous ferons tout, nous sommes en responsabilité et nous mettrons tous les moyens pour protéger Bezrat Hashem, nos Sifrei Torah désormais davantage, les personnes qui fréquentent notre communauté. Je rappelle que c'est une communauté qui est aujourd'hui dotée d'un système de sécurité extrêmement à la pointe et qui connaît évidemment des agents de sécurité, etc., qui sont présents en permanence. Je voudrais vraiment remercier et profiter de cette émission pour remercier les services de police qui très vite ont pris à bras le cœur et à bras le corps cette opération pour la mener le plus vite et dans un délai, je l'espère, très vite, très court, pour que nous puissions, Bezrat Hashem, retrouver nos Sifrei Torah. J'espère, Bezrat Hashem, Amen, qu'il n'ira de. Merci, Rav Shalom Lelouch, de nous avoir donc, d'avoir accepté de nous parler de ce vol, donc, et de ces sentiments au sein de la société, de la communauté juive de Levallois-Perret, dont vous êtes le guide spirituel depuis de nombreuses années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et Be'atzlacha pour que on espère tous que ces Sifrei Torah seront retrouvés le plus rapidement possible. Amen. Amen. Voilà. Et ce matin, les quotidiens et les sites d'information se font l'écho de la volte-face américaine dans le dossier iranien. Après la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, on pensait que le président américain continuerait à jeter son dévolu sur la voie de la diplomatie avec les Iraniens. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, les Iraniens ont attaqué des positions américaines en Jordanie. Et cela, le président Trump ne pouvait le tolérer. Nous allons les déchirer, a-t-il lancé hier. Une phrase reprise ce matin par les quotidiens Yediot Aharonot et Israël Hayom et mise en exergue par les sites d'information qui nous annoncent la reprise durant la nuit dernière des raids aériens américains contre des cibles iraniennes. Donald Trump est désormais dans une perspective d'escalade de la violence, nous annonce ce matin le site Ynet. Le site du Maariv, pour sa part, rajoute à ces tensions une attaque iranienne contre un bateau américain près des côtes égyptiennes, une affaire à tenter d'élucider. Le Yediot Aharonot consacre sa manchette ce matin à ce qui s'est véritablement passé dans le bureau ovale lors de la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Et avec 24 heures de retard, comme s'il s'était résigné, le journal reprend les propos du président Trump et de Benjamin Netanyahou, qui tous les deux ont qualifié cette rencontre d'une des meilleures entre les deux hommes. Mais ceci dit, le Yediot Aharonot insiste ce matin encore sur ce qu'il appelle le fossé entre les positions israéliennes et américaines dans le dossier iranien. Concrètement, affirme le Yediot, il n'y a pas eu de décision concernant ce dossier iranien qui est brûlant. En sous-titre, le Yediot Aharonot daigne citer les officiels israéliens qui insistent sur le fait que Donald Trump n'a réclamé à Israël aucun retrait territorial. Le journal croit savoir que le dossier de ces retraits a été tout de même débattu avec Benjamin Netanyahou. Alors qu'écrivent les grands éditorialistes ce matin dans la presse israélienne autour de cette rencontre Trump-Netanyahou, Ron Ben-Ishai considère que malgré ses déclarations belliqueuses, le président Trump va tout faire pour éviter une nouvelle opération militaire d'envergure contre l'Iran, et ce, au moins jusqu'aux élections du mi-terme qui se tiendront, vous le savez, début novembre. Son objectif est d'empêcher une crise énergétique mondiale, et donc il considère qu'intensifier des pressions économiques sur Téhéran est bien plus efficace que d'attaquer
attaquer directement militairement les Iraniens. C'est aussi ce que pense Amnon Lord dans le Israel Hayom ce matin. Celui-ci considère que la clé de la victoire face à l'Iran, c'est la détermination des Américains à poursuivre le blocage des ports iraniens. Selon Amnon Lord, Donald Trump commence à voir les choses dans le dossier iranien à plus long terme, et dans un tel contexte, Israël disposerait donc d'un atout face aux Iraniens. Il affirme que malgré les déclarations de Donald Trump, les renseignements militaires que les Israéliens fournissent aux Américains les placent dans une situation bien plus embarrassante. Dans le Yediot Ahronoth de ce matin, le docteur Ronen Bergman, le spécialiste des services de renseignement israéliens, affirme que le terrorisme juif, ça existe en Judée-Samarie. Ça existe, mais c'est le ministre de la Défense Israël Katz qui a décidé de ne pas le combattre et qui refuse de délivrer des mandats d'arrêt et de détention administrative contre certains éléments radicaux au sein de la population juive de Judée de Samarie. Bergman, qui ne prend pas la peine de nous cacher son aversion pour Israël Katz, affirme que ce dernier a tenu avant-hier soir un meeting électoral dans lequel il a expliqué les motivations qui l'ont conduit à supprimer ces fameuses détentions administratives. Pour Ronen Bergman, cette attitude est plus problématique que les propos du ministre qui a affirmé que le terrorisme juif, ça n'existe pas. Les journaux et les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur l'envoi dans la nuit de mardi à mercredi d'un drone offensif qui a frappé un engin du génie militaire au sud Liban. Fort heureusement, le drone n'a pas fait de blessés, mais cela aurait pu se produire, et les journaux évoquent les hésitations d'Israël sur la manière de réagir à ce tir au sein de Tsahal. On envisage une riposte mesurée, mais le lieutenant-colonel Horowitz dans le Israel Hayom considère au contraire que Binyamin Netanyahou ne doit pas reproduire les erreurs qui ont conduit le Hezbollah à attaquer Israël après le 7 octobre, et il suggère donc au Premier ministre de riposter très massivement à ces tirs afin de bien rappeler au mouvement terroriste chiite qui détient la force et qui est en position d'infériorité. Ce matin, de manière tout à fait inattendue, le Israel Hayom consacre sa manchette aux difficultés que les Israéliens rencontrent pour faire face à leurs problèmes psychologiques. Le Israel Hayom titre en manchette « Il faut attendre un an pour pouvoir avoir un rendez-vous chez un psychologue israélien ». Il y a en effet une pénurie de psychologues et des besoins qui ne cessent de grandir, en particulier autour de la guerre. Et cette pénurie se fait cruellement ressentir, en particulier dans la périphérie, c'est-à-dire dans le nord et dans le sud du pays. Selon une enquête réalisée dans certaines caisses de maladies israéliennes, les Kupot-Cholim, il est impossible d'obtenir un rendez-vous tout simplement avec un psychologue dans ces régions. Comment faire ? Eh bien, le système de santé israélien utilise donc des spécialistes qui ne sont pas tous diplômés en psychologie, mais ces derniers mettent en garde et affirment qu'un traitement, lorsque je parle de ces derniers, il s'agit des psychologues, ils affirment qu'un traitement psychologique inadéquat peut avoir de très lourdes répercussions, allant jusqu'à des actes à caractère suicidaire. C'est donc une enquête du Israel Hayom ce matin en manchette du journal. Le Maariv nous propose ce matin de consulter le dernier sondage diffusé hier soir sur la chaîne 13 de la télévision israélienne. Dans ce sondage, plusieurs conclusions. Le renforcement de Gadi Eisenkot et de son parti Yachar qui obtiendrait 23 mandats, 2 de plus que la semaine dernière, mais l'affaiblissement de Naftali Bennett qui n'obtiendrait que 13 mandats, et de Yair Golan qui perd également 2 mandats et devrait se contenter de 9 voix dans la prochaine Knesset. Le Likoud lui se maintient 23 députés, comme donc Gadi Eisenkot, 10 pour Lieberman, 9 pour le judaïsme de la Torah, 8 pour Ben Gvir, 7 seulement pour le parti Chasse. Résultat, l'opposition actuelle atteindrait 60 mandats contre 51 pour l'actuelle coalition. Et puis pour terminer, voici ce que l'on peut lire cette semaine dans la dernière édition d'ActuJ avant les vacances. Le journal consacre un dossier, on va dire, plutôt décontracté aux inventions israéliennes qui ont profité à l'ensemble de l'humanité. Ces inventions dont on ne peut pas se passer, titre le journal ce matin en première page, en pointant un doigt accusateur en direction de ceux qui osent boycotter l'État d'Israël. ActuJ propose également une analyse sur les turbulences actuelles en Judée-Samarie. Et puis on pourra lire également dans cette édition un article sur la conclusion de la traduction en français du Talmud du regretté Rav Adin Steinsaltz Zichrono Livracha. C'est la fin de cette revue de la presse. Eh bien, comme chaque jeudi, nous avons le plaisir de retrouver David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, cette semaine, la paracha de la semaine, c'est la parachat Ekev, une paracha
très riche, comme on va dire toutes les parachéotes, en particulier dans le livre de Devarim, mais qui nous permet de mieux redéfinir, on va dire, la relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. On a souvent le sentiment que cette relation, elle est en sens unique, que c'est le peuple d'Israël qui doit on va dire, respecter les mitzvot donnés par Akadosh Baruch Hu, mais en fait, à travers cette paracha, eh bien, on voit que la relation, elle est bien entendu dans les deux sens et qu'il y a un profond amour d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël. On peut même dire que c'est le cœur de la paracha, avec ce lien spécial entre le peuple d'Israël et Dieu. En fait, il y a deux verbes qui figurent dans la paracha. L'un concerne Israël, l'autre concerne Dieu, mais ils expriment à peu près la même chose. Du côté d'Israël, c'est la notion de mitzvot, d'évekout, c'est-à-dire s'attacher, mais s'attacher de manière presque s'accrocher. Comme de la colle d'évêque. La colle, voilà, d'évêque, la colle. Et du côté de Dieu, c'est un autre verbe, mais qui exprime aussi l'attachement, mais qui exprime plutôt l'attachement du désir, Rachak. C'est Dieu lui-même qui le dit, c'est attaché au patriarche, au peuple d'Israël, etc. Et on trouve donc ces deux verbes dans la paracha, et cette paracha exprime le lien particulier qu'on a tendance peut-être un petit peu à oublier, qui est un lien, comme vous l'avez souligné, réciproque, qui crée en réalité cette pérennité, cette éternité d'Israël dans toute l'histoire, finalement, parce que cet attachement réciproque, c'est un attachement absolument irréductible et indestructible. C'est ce que nous exprime, je dirais, le sens profond de cette paracha, malgré tous les chaos de l'histoire, malgré les erreurs d'Israël, malgré les exils. Les exils, d'ailleurs, ne sont jamais des punitions et des rejets, comme le croient certains. L'exil, c'est un moment qui doit permettre justement une amélioration, une réparation en vue d'un retour. C'est ça l'exil. Et donc, il y a là quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier sous l'effet de la philosophie rationaliste. Ce lien-là est un lien qu'il faut remettre au goût du jour, et c'est à travers la paracha Ekef qu'on le comprend mieux, et dont on comprend, je dirais, à la fois la réciprocité, comme vous l'avez souligné, et l'indestructibilité, même sur le plan de l'histoire. Pourquoi c'était important pour Moshe Rabbeinu de mentionner ce lien et la nature de ce lien dans le message qu'il adresse au Ham Israël avant de mourir ? C'est important de mentionner ce lien parce que le peuple d'Israël va se comporter parfois de manière à ne pas correspondre à cette exigence de vécu. C'est ça, parce que Moshe Rabbeinu, jusqu'à présent, on l'a entendu nous commencer à faire des réprimandes, c'est-à-dire dans ce discours, dans son grand discours, il réprimande le peuple d'Israël, mais il est en train de dire, d'une certaine manière, même si vous vous éloignez de la voie tracée par Akadosh Baruch Hu, il vous restera fidèle, c'est ça ? Non seulement Akadosh Baruch Hu vous restera fidèle, il sera toujours près de vous. Il y a une notion aussi de providence permanente qui protège Israël, mais même, je dirais, les déboires de l'histoire qui sont dus aux fautes d'Israël, que souligne d'ailleurs Moshe Rabbeinu, ne vont jamais jusqu'au rejet. Pourquoi ? Parce que ce point intérieur qui est dans le peuple d'Israël, dans chaque âme d'Israël, le conduit toujours à la teshuva, au retour moral, au retour spirituel, mais aussi au retour physique sur la terre d'Israël. Et donc là, il y a le secret, finalement, je le répète, de la pérennité d'Israël, il est dans ce double attachement profond d'Israël vis-à-vis de Dieu et attachement profond de Dieu vis-à-vis d'Israël. Alors, comment on traduit cette réflexion dans l'actualité de notre vie aujourd'hui, là, qui était présente dans l'État d'Israël ?
Alors pour celui qui vit en Israël, je pense que c'est quelque chose de palpable. C'est palpable depuis au moins le 7 octobre, ça remonte à bien avant, actuellement, peut-être 67. Mais depuis le 7 octobre, c'est palpable parce que ça touche des jeunes générations. Des jeunes générations qui tout d'un coup ressentent, même si certains d'entre eux étaient extrêmement éloignés de ces racines, il y a eu une espèce de nouvelle prise de conscience d'un lien, de ce lien particulier du peuple d'Israël avec Dieu. Alors ça se traduit pas forcément par un retour à des pratiques religieuses. Enfin, certains le font, d'autres moins. Ça se traduit par, encore une fois, une prise de conscience. Prise de conscience d'une identité juive que l'on avait pu croire abandonnée par les pères fondateurs de l'État d'Israël, disons. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire qu'effectivement, les pères fondateurs de l'État d'Israël, en majorité de gauche et influencés par les idées de la modernité, l'humanisme, certaines formes d'athéisme, etc., effectivement, ces idées-là sont en train de s'estomper en faveur d'une montée de sève, si je pourrais dire, à l'intérieur du peuple. Donc ça n'est pas quelque chose de dangereux, comme certains le croient. C'est une prise de conscience et c'est un retour aux racines qui va se faire dans le temps, selon un processus. Et c'est intéressant parce qu'on a passé Tisha B'Av, on a passé Tou B'Av et on est en perspective du Chodesh Elul, du mois d'Elul qui va arriver avec les préparatifs des fêtes. Et le mois d'Elul, ce sont les Slichot et personne n'est dupe. Tout le monde connaît on va dire l'intensité des prières qui sont récitées chaque soir, chaque nuit au Kotel Amaravi pendant ce mois des Slichot avec des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes effectivement qui viennent souvent sans mettre la kippa, qui ne mettent la kippa que lorsqu'ils arrivent au Kotel, qui sont souvent tatoués et qui appellent d'une certaine manière à cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu pendant ce mois d'Elul où on dit que Amelech Basadeh, comme on dit, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est plus proche du Ham Israël pendant ce mois d'Elul. Tout à fait, tout à fait. Le spectacle d'ailleurs de ces rassemblements au Kotel et surtout ce renouveau, cet engouement nouveau pour les Slichot qu'on constate chaque année qui attire, comme vous l'avez dit, des dizaines de milliers de personnes. Et quand on est sur place, on constate que la majorité de ces personnes qui viennent au Kotel pendant les Slichot, ce sont des jeunes. Et souvent des jeunes, comme vous l'avez dit, tatoués, et pas forcément portant la kippa pendant leur journée de travail, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable, que je pense que ça n'est pas suffisamment souligné par la presse, notamment israélienne, ou alors quand on cite cela, c'est toujours de manière un peu péjorative. Il n'y a rien de péjoratif. Il y a un retour très sain, très fort et très prometteur du peuple juif à ses racines. C'est un appel de spiritualité qui est créé par le contexte, on va dire, de la guerre, c'est ça finalement qui est le détonateur ou le catalyseur de ce retour. Oui, l'ébranlement d'une espèce de confiance simplement en la force, en la capacité de Tsahal, ce qui est très bien d'ailleurs. Je veux dire, une espèce de suffisance qui s'est trouvée tout d'un coup mise en cause le 7 octobre. Donc ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui se brise pour qu'il y ait une prise de conscience. Et après, je dirais, cette guerre avec des dizaines de situations miraculeuses qui se sont produites, alors qu'au fur et à mesure qu'elle se déroulait cette guerre, on s'est rendu compte qu'Israël a échappé à une véritable Shoah qui se préparait. Le 7 octobre, c'était un début, un nouveau début de Shoah. Mm-hmm. Et ce qui se préparait entre l'Iran et ses proxys, comme on dit, c'était une nouvelle Shoah et qu'ils voulaient, dans leur esprit, définitive. Et donc, je crois que tout le monde, même sans le verbaliser forcément, le ressent.
Oui, effectivement, tout le monde ressent cette période tout à fait particulière, certains diront biblique, que nous sommes en train de voir. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de grands miracles comme à l'époque de la guerre, de la sortie d'Égypte pour en être conscient. Il suffit tout simplement de regarder les émissions, de regarder la télévision, de voir un peu ce qui se passe et de comprendre que véritablement on est dans une dimension tout à fait particulière de cette histoire. Merci beaucoup David Saada d'avoir attiré notre attention sur ce point particulier de la paracha de la semaine, qui est donc cette relation réciproque entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Shabbat Shalom, David. Shabbat Shalom à tous. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio André Darmon. André, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être venu spécialement dans notre studio. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes le fondateur, le directeur, le rédacteur en chef d'Israël Magazine. Et nous vous avons sollicité à l'occasion de la parution du second tome de votre ouvrage « Les nouvelles guerres d'Israël » qui se rapporte, on va dire, essentiellement ou presque exclusivement à ce qui s'est passé autour du 7 octobre et après le 7 octobre. Alors le premier tome était un tome plus factuel, qui se rapportait à vraiment les événements marquants de cette journée terrible. Là, on prend un peu de recul par rapport à l'actualité. On essaye d'analyser, vous essayez d'analyser, on va dire, les causes, de recontextualiser les causes profondes de ce qui nous est arrivé le 7 octobre. Alors, je voudrais avoir votre appréciation. Quelle est la conclusion, quelles sont les conclusions majeures auxquelles vous êtes parvenus et que vous retranscrivez dans cet ouvrage? La première réponse majeure que personnellement et modestement j'apporte, c'est que parce que j'ai eu l'occasion de l'éprouver lors de mes premières conférences il y a 1 an et demi quand j'ai sorti le tome 1, c'est parmi les questions qu'on me posait, c'était y avait-il eu un complot? Ouais. Parce que tout le monde la théorie du complot, la théorie de la conspiration. Donc moi je suis arrivé à la conclusion, et on va en parler, c'est qu'il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de conspiration, il n'y a pas eu de bandes organisées ou d'associations de malfaiteurs qui sont réunies pour dire on va laisser faire, etc. Par contre, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'il y a eu un effondrement systémique des renseignements israéliens. Et à quoi c'est dû? C'est dû j'allais dire, c'est l'intersection de 50 causes. La formation des élites de Tzahal, la petite armée, mais l'armée moderne intelligente des Barak, le fait d'avoir confié la sécurité de tout l'État d'Israël à des senseurs, à des capteurs, à des caméras. Il y a 1 milliard de raisons qui me font penser, le renseignement israélien, Khaliouva, l'ancien commandant en chef de Haman, des renseignements militaires, qui a démissionné, comme Ronenbar, d'une certaine façon, c'est déjà de prendre ses responsabilités, en tout cas d'avouer aussi une culpabilité certaine. Khaliouva, il faut rappeler que Khaliouva, le général Khaliouva, 1 an après le 7 octobre, et ça c'est un général de brigade que vous connaissez très bien, Daniel, qui s'appelle Amir Avivi, qui a dit Khaliouva nous a réunis et nous a dit de manière extrêmement claire, nous avons induit en erreur pendant 1 an avant le 7 octobre toute la hiérarchie politique. L'ont-ils fait sciemment, inconsciemment, aveuglément? En tout cas... rentrons dans les détails là. Qu'est-ce que ça veut dire, nous avons induit en erreur? Qu'est-ce que nous avons développé comme théorie qui était totalement erronée? Alors la théorie, c'est la fameuse conception, c'est-à-dire que, et ça on le retrouve dans toutes les strates de la société israélienne, qu'elle soit militaire ou pas, c'est que le Hamas... C'est qu'on n'attaque pas, que le Hamas est dissuadé. Le Hamas est complètement dissuadé. Ce qu'il recherche, c'est la paix économique. Ce qu'il recherche, c'est d'introduire un maximum de travailleurs palestiniens à Gaza, de travailleurs palestiniens en Israël. En Israël, pardon. Et alors que, j'allais dire, dans le tome 1, puisque vous parliez de factuel,
on avait vu que 1 milliard de choses se préparaient. On savait que le mur de Jéricho, les documents du mur ça de Jéricho, existait. que non seulement ça existait, mais que ça n'avait jamais été dévoilé à la hiérarchie politique. Ce qu'ont vu les Tatsipitanites, les soldats de Vigie pendant des mois et des mois, elles ont été rabrouées, et il y en a 16 qui ont été tuées parce qu'elles n'ont pas été écoutées. Donc il y avait des éléments extrêmement forts qui prouvaient que, et donc dire que il a induit, et c'est toute la question qu'on se pose, est-ce que ça a été fait sciemment, inconsciemment, et c'est pour sciemment, ça voudrait dire, dans le cadre de la protestation contre la réforme judiciaire de l'époque, eh bien, il y a des éléments au sein de l'armée qui ont dit, on va pas tout dévoiler à l'échelon militaire, à l'échelon politique. Alors là, vous touchez un point extrêmement sensible, et quand vous parliez qu'on a fait un zoom out sur le 7 octobre, il faut savoir que il existe en Israël, qui existait un institut qui s'appelle le Maltam, c'est l'institut qui s'occupe de la formation des élites, des officiers, qui s'occupe de la doctrine de Tzahal, qui a été remplacé par le Merkaz Dadou, Dadou à la mémoire de l'ancien David El-Hazar. de David El-Hazar. Et il existe également la fondation Wexner aux États-Unis, qui est liée à l'université Harvard, où tous les grands officiers israéliens, tous ceux qui quasiment... Il faut dire, ce sont des associations, des institutions progressistes, on va les appeler comme ça. Progressistes, wokistes, à tel point que ces 3 instituts revendiquent et j'allais dire, oui, mettent en avant une doctrine complètement contraire à l'esprit de Tzahal qu'on a connu depuis 67, c'est-à-dire que la notion de victoire n'existe plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avoir une victoire contre le Hamas ou le Hezbollah, ce sont nos voisins. Comment peut-on les réduire? Peut-on obtenir une reddition de gens qui vont vivre avec nous, toujours à côté de nous? Outre cela... Et la retenue, la politique de retenue... Alors, donc, vous avez raison. Et pendant des années, et ça, ce sont les protocoles des réunions des cabinets de sécurité pendant 5 ans qui le montrent, tous les verbatims, qui montrent que pendant 15 ans, et on le voit, que ça soit Gadi Eisenkot, que ça soit Benny Ayalon, que ça soit Benny Gantz, Kochavi, etc., il n'y a pas un moment où ils disent pas, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons aucun intérêt à attaquer. Ils sont pour le Hamas est pour un apaisement. Il est pour une coopération économique. Et on n'a aucun intérêt. Alors donc, quelle est la solution qu'on a trouvée? C'est ce qu'on appelle tondre la pelouse, les casser à déchets, c'est-à-dire de temps en temps on tond la pelouse, on fait ce qu'on appelle une opération militaire. C'est-à-dire à partir du moment où, on va dire sur le plan sécuritaire même, comme à l'époque de la bordure protectrice, qui était consécutive au kidnapping des trois jeunes Israéliens et à leur assassinat, il y avait une raison suffisante pour partir en guerre, mais sinon, eh bien, il n'était pas question de prendre l'initiative. On l'a vu même à travers les options que l'armée avait eues d'éliminer Yahya Sinwar. À chaque fois, l'échelon militaire a freiné l'échelon politique. Bravo, Daniel, c'est exactement ça. C'est quand vous reprenez les protocoles, vous voyez qu'à diverses occasions, le Premier ministre et le cabinet de sécurité demandent l'élimination de Mohamed Def, demandent l'élimination de Sinwar. Et comme par hasard, le Shabak n'y arrive pas, Ronen Bar, l'armée n'y arrive pas, alors que c'est un ordre formel. On sait que, alors, il n'est pas certain que décapiter, on l'a vu, c'est pas sûr, mais je pense que ça peut être un signe extrêmement fort que de tuer, et on l'a vu avec le Hezbollah et Nasrallah, on l'a vu avec Khaniyeh, etc. Et donc, il y a eu une espèce de frein permanent, parce que les militaires israéliens qui sont formés dans ces fameux instituts où on leur apprend à... Et c'est exactement ce qui s'est passé le matin de 7 octobre avec Ronen Bar. On leur apprend une doctrine qui n'est pas adaptée du tout au projet. Mais on leur apprend le fait de ne pas obéir à la hiérarchie politique. Et ça, c'est texto. Le patron du Maltam, qui s'appelle Shimon Navé, on l'a vu dans une émission... Oui, sur la 14. Sur la 14, extraordinaire. Où Shimon Navé disait vous n'êtes pas obligé d'obéir à la hiérarchie politique si vous devez pas, et c'est ce qu'a fait Ronen Bar. C'est ce que disait Benjamin Netanyahu quand il parlait. Il disait on n'a pas une armée on n'a pas une armée qui est une armée du pays, mais on a une armée qui est un pays en tant que tel, quoi. Ouais.
c'est l'armée qui a un pays. Voilà, l'armée qui a un pays et pas le Et Ronen Bar, c'est exactement ce qu'a fait Ronen Bar. Ronen Bar, il avait tous les éléments, on en a parlé. Et dans le premier tome et dans le deuxième tome, il avait tous les éléments pour... je vous parle même pas de la sardine verte, on en parlera si vous voulez. Donc cet informateur qui était infiltré dans le... Oui, alors ça fait partie des... On va dire ça fait partie presque des théories de complot, parce qu'on ne sait pas exactement... Ah non, je suis désolé, Daniel, c'est pas une théorie de complot. C'est Tali Gottlieb et Amir... Tali Gottlieb, qui est une députée que j'ai rencontrée, le vice-ministre Almog Cohen, qui a combattu le jour même. Qui a combattu, et on peut en parler, parce que les policiers d'Ofakim étaient à Nova, et vous savez que et on reviendra sur la sardine verte, le problème de Nova, principalement, personne n'en parle, mais il faut savoir que les policiers qui se sont battus de manière héroïque pendant le 7 octobre n'en ont pas moins abandonné Nova à 7h du matin, les policiers d'Ofakim, parce qu'Ofakim était attaqué. Donc, si vous préférez Nova, le massacre de Nova, malheureusement, il y a une petite responsabilité. Je veux pas rentrer dans les détails. Pour revenir à Tali Gottlieb, elle a révélé le fait... Parce qu'ils font partie de la commission Chutz V'Bitachon, la commission des affaires étrangères et de la sécurité, et ils ont eu accès à des informations privilégiées, et la chose qu'ils ont faite comme Netanyahou, c'est qu'ils les ont révélées. Et on sait de manière certaine, écoutez-moi bien, je crois que vous le savez aussi, Daniel, c'est qu'à 3h du matin, l'informateur, donc l'informateur, on l'appelle la sardine verte, parce que sardine, c'est l'informateur, et verte parce que c'est le Hamas, a donné une information comme quoi il y a des hommes armés étaient entrés dans les mosquées. Voilà. Alors, comme vous avez longtemps travaillé à Yafo, vous savez que la première prière matinale chez les Arabes, c'est à 5h du matin. Pourquoi des hommes armés rentrent à 3h du matin dans les mosquées? C'était un signal d'alerte qui a été transmis. Il y a eu aussi les SIM, les fameux SIM qui se sont déclenchés à 4h du matin. 4h du matin, c'est pas sûr. C'est pas sûr si c'est pas beaucoup plus tôt. C'est des SIM israéliennes. Et donc, il y avait un signe évident que se préparait quelque chose. Cette information a été transmise au patron du Shin Bet de la section sud, dénommé Oscar. On connaît son nom, mais on n'a pas le droit de le dire. Et qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour retransmettre le comment. Et ce qui s'est passé, principalement, c'est que dans ce fourmillement de choses qui étaient pas, j'allais dire cachères, d'indices qui montraient que quelque chose allait se passer, on a envoyé deux équipes de Takila, donc des mélanges du Yamam et du Shabak, et on a donné un ordre. Alors ça, il faut le savoir, c'est quelque chose que je ne savais pas, et avec lequel j'ai eu un débat avec Oren Salomon, le général de brigade, celui-là même qui a enquêté pour Tzahal. Il y a un ordre qui a été donné, vers 3h, 3h30 du matin, qui a été donné au Golani, à l'avant-poste de Nahal Oz, qui s'appelle Paga. Et mes recherches m'ont permis de savoir que cet ordre, il n'a pas été donné qu'au Golani, de ne pas s'approcher. De ne pas s'approcher de la ceinture, de la barrière de sécurité. C'est justement, ce sont des indices qui peuvent donner à penser qu'il y a eu complot. Non. Pourquoi non. Alors, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle, et vous le savez, c'est la miscalculatia. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Pourquoi on dit aux forces israéliennes, à l'infanterie, de ne pas s'approcher, alors qu'il y a peut-être une possibilité c'est ce qu'on appelle la miscalculatia, pour le dire à vos auditeurs. Calculatia, c'est une calculation, un calcul, et mis, c'est un mauvais calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit, et Ronen Bar l'a expliqué, il a dit, il fallait absolument ne pas montrer à notre ennemi qu'on se préparait et qu'on était peut-être agressif pour ne pas leur donner à eux l'idée qu'on allait attaquer. Et dans ce cas-là, ils nous auraient attaqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se retire de la barrière de sécurité pour ne pas nous montrer d'animosité. Qu'est-ce qu'on a dit aux soldats ce matin-là? On leur a dit, ne vous approchez pas. Il peut y avoir des missiles anti-chars, il peut y avoir des drones, etc. Et il faut savoir que ça fait des scandales à la Knesset. Il y a eu, ne serait-ce que dans les Golani, il y a eu 50 morts ce matin-là, parce que beaucoup de soldats Golani, entre autres, ont été surpris dans leur lit en train de dormir. Ouais. Alors tout ça nous amène, parmi les conclusions, à cette question que l'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire 3 ans après,
une commission d'enquête, est-ce qu'elle est, selon vous, indispensable pour déterminer ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a aujourd'hui la possibilité de parvenir à, on va dire, à la recherche de la vérité autour de cette commission d'enquête? Écoutez, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il y a deux possibilités. Soit nous, on monte une commission, ce qu'on appelle une Vadat Hakirat Mamlartit, une commission d'enquête nationale. Et c'est ce qui a été d'État. Vous avez raison. C'est ce qui a été monté après la guerre de Kippour et qui a lavé de tout soupçon Golda Meir. Mais à l'époque, il n'y avait pas un problème de juge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, alors cette commission d'État, elle est nommée par le président de la Cour suprême, qui va nommer d'autres juges. Le problème, et ça a été aussi une discussion de fond avec les généraux de Tzahal, c'est que le président de la Cour suprême aujourd'hui, Yitzhak Amit, il est loin de faire l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement il fait pas l'unanimité, mais bon, sans parler de ça, c'est que est-ce que des juges, et ça parce qu'on n'en a pas encore parlé, ou un petit peu, est-ce que des juges vont juger des procureurs militaires? Est-ce qu'ils vont juger, vous qui étiez à I24, un jour je suis venu avec I24 avec une cartographie des juges à la fois merchosi, régionaux ou de la Cour suprême, où on voit que celui-là c'est le frère de celui-là, le cousin, le beau-fils. Oui, on reconnaît. Il y a pas une petite, mais il y a une grande mafia judiciaire. Donc comment des juges peuvent juger des juges? Par contre, il y a une solution qui est extraordinaire, qu'a proposé le député Ariel Klenner. C'est la solution du 11 septembre où les Américains ont fait un truc extrêmement simple, qui a été extraordinaire. Ils ont dit, nous allons monter une commission d'État avec 50% des gens, 50% de démocrates et 50% de républicains. Voilà. Et c'est ce qu'on proposait. Opposition et coalition. Mais pour l'instant, l'opposition s'y oppose. Et elle s'y oppose. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas encore. Ben oui, parce que elle préférerait que les juges, les membres de cette commission soient nommés par le juge Yitzhak Amit. Ce qui est quand même affligeant, c'est de se demander pourquoi tous les gens qui sont incriminés, comme Ronen Bar, comme Khaliouva, comme tous ceux qui ont démissionné, comme tous ceux qui se sont opposés au gouvernement en place, pourquoi ils réclament, eux, cette commission d'État nationale. C'est-à-dire, il peut y avoir une commission d'enquête d'État, mais on n'est pas certain qu'elle parvienne certainement pas. À obtenir la véritable vérité, si l'on peut dire. 2 mois après ou 3 mois après, la procureure militaire qui a commis des actes innommables et qui a dû démissionner, qui a été dégradée, n'a toujours pas été mise en examen ou elle n'a pas été... On se demande pourquoi, effectivement. Donc, effectivement, je vous invite donc à lire cet ouvrage, Les Nouvelles Guerres d'Israël. On le voit ici, on le verra dans notre émission. Le second tome donc d'André Darmon. On peut le trouver où ? Alors, on peut le trouver chez Stematsky, on peut le trouver à l'aéroport, on peut le trouver dans beaucoup de magasins, on peut le trouver sur le site d'Israël Magazine, israelmagazine.co.il. Les gens le commandent, ils le reçoivent. Ils le commandent, ils le reçoivent. Eh bien, merci beaucoup André Darmon, d'être venu dans notre studio pour nous parler de cet ouvrage et des recherches poussées que vous avez menées donc pour essayer de me faire comprendre cette journée qui reste... Ils peuvent m'inviter à la commission d'enquête, j'y viendrai. Oui, voilà, vous aurez certainement des informations à leur fournir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Bonne journée.